Bonjour et bienvenue à Genève pour le 84e Salon Automobile. Genève, il y a traditionnellement beaucoup de nouveautés, on y est proche de la France, un petit peu comme à la maison. 250 exposants, 900 voitures, 700 000 visiteurs attendus. Laissez-moi tout de suite vous présenter nos invités. J'ai à côté de moi Gunther Hall. Gunther, vous travaillez pour Honda Suisse. Oui, racontez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, je m'occupe de toutes les questions d'après-vente chez le constructeur. Responsable technique. Tout à fait, la technique et les garanties. D'accord, donc si on veut connaître quelque chose d'une voiture, c'est à vous qu'on demande. Ouais. Ça tombe bien. Vincent Desmond, Moteur Légende, journaliste. Bonjour Vincent. Ouais, moi journaliste à Moteur Légende, donc moteurlegende.com, c'est un site où on parle de voitures plutôt sportives, plutôt haut de gamme. On s'intéresse aussi à l'évolution technologique de l'automobile à travers un blog orienté nouvelles énergies et voitures connectées. Alors beaucoup de nouveautés ici, j'imagine que tu as eu beaucoup de choses à voir et trouvé beaucoup d'intérêt à pas mal de trucs. Ouais, c'est 2 journées très longues et fatigantes, mais on est content, c'est terminé, donc maintenant on va pouvoir en parler. Et à côté de toi, Jean-Philippe Jourdan, turbo.fr. Salut Jean-Philippe. Salut Alex. Alors turbo.fr, c'est la déclinaison web de Turbo, l'émission de M6. C'est une rédac dissociée de celle de l'émission, avec 4 journalistes à part entière, plus moi qui suis rédac chef. Donc le but c'est d'être complémentaire de l'émission avec du contenu spécifique. Quelles sont les passerelles entre l'émission et le site ? Bah écoute, on essaie de plus en plus d'intégrer les journalistes web dans l'émission. Depuis la rentrée, il y a quand même, mon équipe a eu l'occasion de faire des essais pour l'émission. Et inversement, on essaie de faire des sujets un peu spécifiques ou des pastilles ou des bonus de la part de l'équipe de l'émission sur le web. Ok, alors écoutez, très bien, je vous propose qu'on se retrouve d'ici une poignée de secondes pour notre premier sujet. On va parler de Honda. Oui, bien. Je suis prêt. Alors, Gunther, Honda, enfin, une belle nouveauté. Oui, un concept, mais voilà, un concept très proche de la réalité. La Civic Type R. Voilà, alors tout à fait, ça représente le retour de la marque à son image sportive qu'elle a un petit peu délaissée ces dernières années. Et puis le concept est très réussi, en tout cas les échos qu'on en reçoit il plaît. C'est une voiture qui devrait être performante et couplée au retour aussi en compétition, que ce soit d'un côté la Formule 1 ainsi que le WTCC. Je pense que c'est la date idéale pour le lancement de ce produit. Oui. Alors ce concept, on s'est laissé dire qu'il était prêt à 99%. Le pourcent qui reste à développer, c'est quoi concrètement ? Alors c'est principalement des petits ajustements aérodynamiques au niveau des élargisseurs de roues, enfin d'ailes, et puis au niveau des ailerons pour voir au niveau de l'homologation européenne si cela passe en l'état. Donc il y aura peut-être quelques petits compromis à trouver. Alors on va le voir à l'image, hein. C'est vrai que cette Civic est pour le coup très typée, elle s'appelle Type R mais très typée avec un aileron arrière très proéminent. Tout à fait. Alors c'est pas tout à fait le même que celui qui est derrière moi, la Civic de compétition, mais quand même il prend de la place. Hein. Ah oui, tout à fait. Alors donc ça marque bien l'image, ça souligne l'image très sportive du véhicule. Et je pense qu'il doit montrer cette image parce que sinon elle serait trop fade cette voiture. Donc il faut vraiment qu'elle ait cette présence sur la route. Et puis cet aileron souligne ce trait. Qu'est-ce qu'on sait des spécifications finales de la voiture ? On parle au minimum 280 chevaux, on sait que c'est un 2 litres turbo. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus ? Donc on aura un moteur. Ce moteur également sert de plateforme pour développer toute une nouvelle génération de moteurs turbo-compressés essence avec un downsizing par rapport à ce moteur-là, bien sûr, plus raisonnable aussi. Et il y aura l'injection directe, donc c'est quelque chose qui était absent de notre programme. Alors voilà, c'était un petit peu vers quoi je voulais dériver sur cette question. Beaucoup de constructeurs, Vincent, Jean-Philippe, proposent des petits moteurs turbo-compressés. Honda n'en avait pas jusqu'à maintenant. C'est une nécessité aujourd'hui sur le marché ? Oui, tout à fait. Alors, dans le moteur à essence, je pense que dans le moteur à essence, les limites ont été atteintes par les augmentations purement mécaniques de la géométrie du moteur.
il faut exploiter le retour d'énergie donné par les gaz d'échappement. Ça, c'est clair que c'est indéniable. Il faut recycler l'énergie au maximum, quoi. Vincent, les petits moteurs turbo, ça te plaît, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si ça me plaît, mais en tout cas, il n'y a pas le choix, quoi. On est obligé de passer par là. L'Union européenne va imposer 95 grammes de CO2 en 2021 pour absolument tous les modèles. Enfin, ça sera une moyenne calculée sur l'ensemble des gammes. Donc les constructeurs n'ont pas le choix, ça veut dire effectivement du downsizing, on réduit la cylindrée, on compense avec des turbos, ça veut dire aussi de l'hybridation, ça veut dire évidemment des voitures électriques. Donc ça, j'ai envie de dire, on me demande pas trop mon avis, mais voilà, on est obligé de passer par là, quoi. En tant que spécialiste, tu as le droit d'en avoir un. JP? Alors JP a un avis, pour le coup. Il se trouve que les modèles qu'on a essayés jusqu'à présent, qui ont cette nouvelle particularité, ont effectivement gagné en efficience, ont gagné en consommation, ont gagné en pas mal de choses, mais elles ont perdu, moi je trouve, en sportivité. Donc c'est le cas selon moi, de la Clio RS, c'est le cas de la 208 GTI. C'est très efficace, sans doute au niveau performance c'est mieux qu'avant, mais au niveau sensation c'est moins intense. J'ai envie de dire que j'ose espérer que ça ne sera pas le cas de Honda pour plusieurs raisons. Première raison, parce que la Type R était l'un des modèles, voire est le modèle de la génération précédente qui était le plus sportif quasiment de sa catégorie, même si elle avait que 201 chevaux. Et en ce sens, je me dis qu'un gap de 201 à 280, ça risque d'être très, très sympa à conduire, quand bien même ça change de manière d'être et que ça passe au turbo, de l'Atmo turbo. Gunther, cette Civic, elle a un objectif avoué, puisque c'est comme ça qu'elle a été présentée, c'est faire un chrono au Nürburgring. Alors voilà, oui, tout à fait, ça va être un beau challenge. J'espère que nos ingénieurs ont bien mesuré toute l'importance d'une déclaration pareille, car les compétiteurs ont marqué la barre assez haut. Donc j'espère que tout ça va être réalisé par notre produit qui certainement a la capacité d'accéder à ce record. Alors pour finir sur la Type R, la version définitive, elle est pour quand? En gros, on la verra quand? À Paris? Alors, Paris, avant? Je pense que la version définitive sera là à Paris. L'objectif étant d'être commercialisé 2015, donc fin 2014, la version définitive sera là, quoi, certainement. Alors on va rebondir sur l'électrique et l'hybridation que vous venez d'aborder. Honda vient d'annoncer la fin de la commercialisation de l'Insight et du CRZ. Et moi je me suis demandé, est-ce que c'est pas la fin de l'hybride pour tous chez Honda? Alors effectivement, ça peut être un peu contradictoire. Bon, il y a une nouvelle génération qui se prépare au Japon et pour les États-Unis. Donc je pense qu'Honda a encore des atouts dans le domaine et va revenir en Europe aussi avec un petit modèle hybride essence, mais avec une nouvelle génération de moteurs, certainement. Alors l'avenir des énergies alternatives chez Honda, c'est la pile à combustible. Tout à fait. Honda travaille dessus depuis de nombreuses années. Il y a derrière moi un concept qui est le concept FCEV. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors derrière ce concept se cache la technologie du véhicule à pile à combustible qu'Honda, comme vous avez dit, développe depuis très longtemps. On a passé maintenant à l'ère de la pré-commercialisation, c'est-à-dire qu'on est tout près du véhicule qui devrait arriver sur le marché, bien entendu sur des marchés dominants pour Honda, c'est les États-Unis, le Japon et ensuite l'Europe, nous l'espérons. Ce concept qu'on voit ici a eu de nettes améliorations par rapport aux véhicules qu'on avait avant, donc le FCX, Clarity. On a amélioré la compacité de l'énergie dans le volume. L'autonomie du véhicule a été travaillée pour atteindre une autonomie qui est acceptable. Et puis c'était déjà pas mal le FCX. Tout à fait, on était dans les 400 km. Maintenant, on va taper dans les 480, 500 km. Donc, je pense que on se rapproche de l'autonomie d'un véhicule à essence classique.
Vincent, la pile à combustible, il y a un débat comme sur l'avenir des énergies alternatives, laquelle on va mettre dans la voiture. Bon, c'est un véhicule électrique, mais avec des solutions différentes. On fabrique de l'électricité à partir d'une pile à combustible, donc d'hydrogène. C'est quelque chose auquel tu crois. Il y en a d'autres qui se lancent, d'autres constructeurs comme Toyota qui sont là-bas, qui ont annoncé de grosses ambitions sur la question, Honda et d'autres encore. Tu y crois ? Bah ouais, je recommence à y croire, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu un moment où tout le monde parlait d'hydrogène, c'était l'énergie de l'avenir, et puis bon, on s'est rendu compte que c'était pas aussi facile que ça, que notamment l'hydrogène ça suppose de le distribuer, et on peut pas le distribuer avec des pompes à essence traditionnelles, donc ça veut dire il faut mettre en place un nouveau réseau, c'est très compliqué et très coûteux. Donc du coup ça avait découragé pas mal de gens. Aujourd'hui il y a quand même des progrès technologiques qui sont accomplis sur les piles à combustible, elles coûtent moins cher, elles sont un peu moins complexes à fabriquer, donc il y a peut-être de l'espoir. Il faut se dire aussi qu'il faut considérer que l'hydrogène c'est une méthode pour stocker l'électricité. Aujourd'hui on a des centrales nucléaires qui fonctionnent H24 et la nuit on ne sait pas quoi en faire, l'électricité qu'elles produisent elle est virtuellement perdue. Ça peut être une solution pour stocker cette énergie qui habituellement est perdue, pour la réutiliser pour de la propulsion des véhicules. Donc ouais, je pense que je recommence à y croire, j'ai envie de dire. Jean-Philippe ? Écoute, moi, honnêtement, j'ai pas forcément d'opinion sur la chose. La pile à combustible, effectivement, moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier, ça fait 10 ans que je vois des concepts, c'est compliqué. Enfin, si c'est compliqué l'électrique, j'imagine que la pile à combustible, c'est encore quelque chose de compliqué parce que ça va nécessiter un surplus financier encore, etc., etc. Donc moi, qui vivra verra, quoi. Les modèles qui ont été présentés et qu'on a eu l'occasion d'essayer marchent très très bien. Après, passer d'une technologie qui marche à une technologie commercialement éprouvée, c'est autre chose. Alors Gunther, pour parler un petit peu d'avenir, parce qu'on a parlé des véhicules qui s'arrêtaient, on peut aussi parler, on a parlé de la Type R, mais on peut aussi parler de ceux qui sont annoncés. Alors il y a la NSX qui n'est pas présentée ici, mais qu'on a déjà vu également sous forme de concept. On la reverra à Paris, la NSX aussi. Oui, alors certainement dans sa déclinaison finale, donc commercialisée, prête à être commercialisée. De nouveau, le marché de cible, c'est les États-Unis au départ. Mais ce vecteur d'image va arriver. Oui, il arrive, il est prêt pour 2015. Nous, on a beaucoup d'espoir de voir notre image de nouveau aussi briller dans ce domaine. Mais il est clair qu'il faut toute une gamme derrière pour amener les clients entre notre clientèle habituelle en Europe à un véhicule très haut de gamme comme cette NSX qui est prometteur, quoi. Dernière petite chose à venir chez Honda, on va parler d'un petit SUV. Tout à fait. Alors ça c'est pareil, c'est quoi le calendrier ? Parce que vous avez le CR-V qui a été renouvelé très récemment, qui aujourd'hui vit, qui a un nouveau petit moteur diesel, etc. Le petit SUV serait donc en dessous, sur quelle base et ce serait quoi ? Alors il s'adresse à une clientèle donc on voit qu'il y a une demande pour ce genre de concept, c'est-à-dire des petits SUV, qu'ils soient 2 roues motrices ou 4 roues motrices, mais qui s'intègrent en ville et puis qui offrent l'espace, le plaisir de conduite du SUV sans en avoir le volume des gros SUV qu'on voyait ces dernières années. Et on voit les concurrents, nos concurrents en ont fait, et Honda se devait de venir marquer ce segment qu'ils avaient d'ailleurs un petit peu créé tout au départ, si on veut. Avec le HR-V. Et puis même avant le CR-V, le tout premier CR-V qui était un petit SUV, si on voulait, pour l'époque. C'est vrai. Qui a été un peu estompé par ces énormes SUV qu'on connaît actuellement. Et puis bien sûr le HR-V qui était déjà un concept, mais trop tôt probablement. Le Joy Machine. Joy Machine, oui. Le Joy Machine, voilà, tout à fait. Alors Gunther, vous restez avec nous. On va aborder un tout autre sujet tout de suite, puisqu'on va parler de la voiture de l'année. Le prix est décerné à Genève depuis 3 ans en marge du salon, quelques heures avant l'ouverture on va dire. Et il s'agit de cette année de la Peugeot 308, donc c'est quelque chose qui nous touche un petit peu dans nos cœurs de Français. On se retrouve dans une seconde. Alors Vincent, JP, Cocorico, un rayon de soleil dans une actualité plutôt difficile pour Peugeot. Ah bah c'est sûr que ça va remonter le moral des équipes de Peugeot et de PSA en général, qui en ont bien besoin en ce moment. C'est sûr que pour eux c'est un petit peu compliqué. La marque faisait jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à hier, avant-hier,
plus parler d'elle pour ses fermetures d'usines et ses sauvetages financiers que pour la qualité de ses produits. On revient à l'essentiel. Ouais, alors après, bon, moi je trouve que la 308 c'est une bonne auto, il n'y a pas de doute quoi. Maintenant, moi je trouve pas qu'elle apporte énormément à l'automobile de l'année 2014, j'ai envie de dire. Je sais que la BMW i3 était dans les finalistes. C'était ta préférée, hein, je crois. Moi, c'était ma préférée parce que pour le coup, il y a beaucoup de technologie, il y a du carbone, il y a de l'électrique, il y a même un prolongateur d'autonomie. Et niveau prix, bon, ça reste une BMW, mais ils sont pas trop lâchés non plus. Donc, Alors, est-ce que le jury, après, on va dire, les échecs commerciaux, faut être honnête, de la Leaf et de la Volt, donc chez Nissan et chez Chevrolet ou Opel, qui ont été voitures de l'année successivement avant l'année dernière, avant la Golf, hein, est-ce que ces échecs-là n'ont pas fait un peu pencher la balance dans le cœur du jury en se disant on va peut-être pas revenir à l'électrique tout de suite? Ouais, je sais pas si c'est une question de prise de risque. Moi, je pense que justement, c'est le genre de prix qui doit récompenser de l'innovation, de la prise de risque. Bon, la 308, encore une fois, c'est une très bonne voiture, hein. C'est probablement une des meilleures du segment, peut-être la meilleure. Mais voilà, c'est une compacte classique, avec des motorisations classiques, avec une architecture classique. Donc bon, c'est une bonne auto, mais c'est peut-être pas pour moi une vraie voiture de l'année. Alors bon, on va voir tout à l'heure, on va écouter un des membres du jury, Yves Maroselli, qui nous a expliqué un petit peu pourquoi ils avaient lu cette voiture. Mais avant, petite question pour vous, Gunther. Est-ce que Honda a déjà été voiture de l'année? Est-ce que vous savez ça? Alors personnellement, je ne me rappelle pas d'une Honda qui a été voiture de l'année. Si, la S2000 peut-être. Alors c'est déjà bon. La S2000, je crois. Elle a été très félicitée, mais très félicitée, parce que c'était un super concept. Voilà, voiture sportive. On aimerait retrouver une S2000, je vous le cache pas. Je crois qu'on est un peu tous comme ça ici. Ça c'est normal. Alors non, la bonne réponse c'est que non, Honda n'a pas encore eu le titre de voiture de l'année. Par contre, il y a eu 2 podiums. Le premier en 73 avec la Civic. Ah oui. Était 3e, et en 88 le coupé Prélude également était sur le podium de voiture de l'année. La 308 qui vient après la Golf, hein, c'est aussi un peu comment dire, un peu étonnant, 2 compacts de suite d'affilée qui ont le titre. Il y a un précédent à ça. Je sais pas s'il y a Chez un précédent Peugeot, à ça. Ah oui. La 307 qui a succédé à l'Alpha 147, c'était en 2002. Je pense que c'est tout bêtement que le marché des compacts, c'est le marché numéro 1 en Europe et c'est un prix de la voiture de l'année européenne, donc quelque part c'est pas illogique quoi. Bon, alors on va écouter Yves Maroselli, donc qui est un des membres du jury de la voiture de l'année, et il va nous expliquer pourquoi la 308 selon lui a été élue, pourquoi lui il lui a attribué pas mal de points, et également pourquoi une autre voiture qui était, on va dire, sur un segment égal, qui est la Mazda 3, n'a pas eu autant de points que certains auraient pu le penser, qui est également une bonne voiture qui a été assez saluée par la critique. Il va nous expliquer pourquoi, selon lui, cette voiture n'a pas eu autant de points que ça. C'est parce que c'est d'abord au premier contact une voiture que j'ai trouvée très agréable à conduire. J'ai été impressionné par son efficience. Le fait qu'elle émette moins de CO2 qu'une voiture hybride si on considère la version 1,6 litre Blue HDI. Donc l'agrément de conduite, le confort de suspension qui est remarquable et l'efficience, tout ça pour un prix raisonnable, en dehors même du critère du style qui par ailleurs m'a plutôt séduit, mais c'est vraiment plutôt des critères objectifs qui m'ont fait élire la 308 voiture de l'année. En fait, la Mazda 3 me paraît un tout petit peu décalée par rapport au marché européen et français en particulier. À la fois en encombrement, elle est nettement plus grosse que les autres voitures du segment C. Et en moteur, pour l'instant, en tout cas pour ce que j'ai pu en essayer, parce que le moteur diesel 2,2 litres qui est très agréable est un peu décalé vers le haut du segment aussi. Donc ces 2 paramètres-là m'ont fait la noter un peu moins bien que la 308, mais pour moi elle fait partie des voitures auxquelles j'ai attribué beaucoup de points, notamment parce qu'elle présente un très bon agrément de conduite. Vraiment le plaisir de conduire est remarquable pour la Mazda 3. Alors ce qu'on peut également rappeler, c'est que le titre de voiture de l'année, c'est pas toujours un gage de succès commercial assuré.
Bah, la preuve, la Leaf l'a eu, On l'a donc dit, déjà la c'est Leaf, un bon exemple. l'Ampera, il y en a d'autres dans Oui, les dernières années. L'Opel Insignia, qui est une très bonne voiture, mais J'ai une championne du monde, c'est la Bravo ou la Brava chez Fiat. Ça, c'était une catastrophe. alors je me souviens un peu exactement de l'année, c'est dans les années 95, quelque chose comme ça, effectivement, qui ont été titrés. Peut-être tu passes le micro à JP. Ouais, moi, je doute absolument pas de la réussite commerciale de la 308. Ça sera pas la Bravo ou la Brava. Faut pas. C'est un choix cohérent pour moi. Bon, peut-être que c'est fait effectivement pour remettre en selle Peugeot. Alors, c'est bien parce que c'est bien d'avoir des avis un peu divergents. Moi, j'étais pas forcément pour le fait que la Leaf puis que la Volt soit élue voiture de l'année. Je trouve que c'était quelque chose d'assez. Les modèles n'étaient pas encore sortis ou à peine sortis et on savait très bien que les bornes de recharge n'étaient pas là, donc c'était un peu presque faire un coup de pouce, donner un coup de pouce avant la sortie pour dire regardez, c'est une voiture top. C'est pas suffisant. Pour moi, le choix de la 308, Vincent a raison, ça révolutionne rien. Mais c'est très cohérent. Et la 308, si tu avais eu à voter, tu aurais voté pour laquelle? La 308 Alors ou une je autre? sais pas quels étaient les finalistes. Alors il y avait l'i3, il y avait la Tesla, il y avait la Mazda 3. l'i3 non, ça c'est sûr. La Skoda Octavia. La Skoda Octavia c'est intéressant, mais ça mérite pas le titre de voiture de l'année. Moi je trouve que Mazda est passé à côté pas mal de fois ces 10-15 dernières années. Et sur les modèles qu'ils présentent, l'aurait mérité. Alors là, ce que nous a expliqué Yves, c'est à propos de la Mazda 3, c'est que l'offre est peut-être surdimensionnée par rapport au marché, c'est-à-dire que la voiture est un peu plus grosse, elle a des motorisations trop puissantes par rapport au cœur du marché, ce qui ne retire rien à la voiture, lui-même lui a attribué énormément de points, mais c'est peut-être aussi pour ça que Mazda a du mal, parce que constructeur japonais qui fabrique au Japon, Petit constructeur indépendant a du mal à servir les besoins d'un continent comme l'Europe, qui est un marché particulier. C'est sûr, mais de la même façon qu'on a fait un coup de pouce au modèle électrique ces 2 dernières années, moi je trouve qu'une marque comme Honda qui se démène dans un milieu qui est tout sauf simple aurait eu le mérite d'être. Moi j'aurais trouvé ça plutôt sympa. Honda a un peu répondu à cette problématique du marché européen avec un premier diesel il y a quelques années qui avait été encensé par la critique puisque très novateur en aluminium, etc. Et puis qui s'est retrouvé dans la même position que Mazda avec la Mazda 3, avec un moteur trop puissant pour une Civic, enfin trop puissant en termes d'attente du consommateur, et qui a répondu là très, très récemment, enfin l'année dernière, avec un 1,6 litre diesel qui est pareil, qui a été encensé par la critique à sa sortie. Voilà. Ouais, donc tout à fait. C'est évidemment pour Honda, le marché du diesel, c'est l'Europe. C'est uniquement pour l'Europe que l'on produit le diesel. J'ai cru entendre par des personnes qui ont visité le salon qui venaient d'Inde qu'en Inde, le diesel se développait pas mal. Il y avait pas mal d'incitations, bien sûr, gouvernementales pour avoir des diesels. Et effectivement, ça pourrait porter à augmenter les volumes qui permettraient de rentabiliser la production. Ça, c'est clair que c'est un gros problème pour les constructeurs japonais qui rentabilisent sur les gros marchés porteurs aux USA ou en Asie. Et pour l'Europe, ce marché semble difficile pour les Japonais avec des concurrents historiquement. On a parlé de noms prestigieux, Peugeot, Citroën, chez les Allemandes, Volkswagen ou les marques comme Audi qui se sont construites sur un prestige. Les Italiennes qui ont lancé l'injection directe. Tout à fait. C'est un peu leur chasse gardée, le diesel performant. Et c'est un gros challenge pour les Japonais et les Asiatiques de venir sur ce marché, je pense. Alors un salon de l'auto serait rien sans ces nouveautés, ces concepts. Je vous propose que d'ici une poignée de secondes, on se retrouve pour en parler. Vincent, alors toi, quand je t'ai demandé quels avaient été tes coups de cœur, tu m'en as cité plusieurs, mais il y en a un qui est arrivé en premier, c'est la Jeep Renegade. Explique-moi pourquoi. Ouais, je sens qu'il faut effectivement que j'explique parce que les gens comprennent pas forcément. En fait, c'est un peu la surprise du salon déjà, cette Renegade, parce que on savait que Jeep travaillait sur un petit 4x4, mais quand on l'a découvert, personnellement, j'ai trouvé qu'il y a une vraie gueule, quoi. Alors après, j'ai entendu des gens qui trouvaient ça immonde. Moi, je trouve ça vraiment chouette.
C'est bien quand il y a matière à débat, au moins on parle de la voiture. Voilà, c'est ça, c'est une voiture qui va faire parler. On est dans des dimensions très compactes, donc on est quand même sur des produits qui sont plus compatibles avec le marché européen, parce que jusqu'à présent les Jeeps c'était plutôt des gros 4x4 assez gourmands, aux États-Unis ça leur les dérange pas, et ici c'est un peu moins évident. Encore une fois, il y a un vrai style. C'est une Jeep, ça se reconnaît au premier coup d'œil, mais c'est une Jeep qui apporte du nouveau. Il y a des détails dans les phares, dans les feux arrière, il y a des trucs très sympas. Et la plus grosse surprise, en fait, c'est quand je suis monté dedans, parce que je m'attendais à un produit américain avec une finition à l'américaine. En fait, il se trouve que c'est plus un produit italien, puisque c'est une base de Fiat. On va en parler. Elle sera fabriquée en Italie, ce qui est un peu surprenant pour une Jeep, mais du coup c'est plutôt bien présenté, l'ergonomie est pas mal, et moi j'ai été assez, vraiment c'est une bonne surprise pour moi. Alors justement, est-ce que c'est une vraie Jeep ou une Fiat ? C'est la question que j'ai posée à Stéphane Labousse, qui est directeur de la marque Jeep en France. On va l'écouter. Oui, donc derrière moi, vous avez la Jeep Renegade, qui sera la première Jeep produite en Italie, à Melfi. Et en fait, c'est le signal important du potentiel de cette voiture pour le marché européen et évidemment pour la France, puisque ce sera le premier petit SUV chez Jeep depuis la Willys, le véhicule original. Sur un segment qui est en train d'exploser en Europe et en France. Une vraie Jeep, c'est-à-dire qu'en fait, déjà dans le design, je crois qu'il est très marqué, il est très très polarisant, avec une arête de pare-brise très marquée comme on le retrouve sur la Wrangler, une calandre traditionnelle à 7 ouïes, très marquée là aussi. On retrouve l'esprit Wrangler et Willys dans beaucoup de points de détail du véhicule, avec un intérieur qui est très gai, qui est très cossu. Une technologie qui est la plus moderne de ce qu'on peut trouver sur le segment, avec par exemple une boîte auto 9 rapports. Et par contre, toujours de multiples systèmes de transmission, du 4.2 au 4.4, jusqu'à une version 4.4 avec un réducteur, donc qui va permettre à ce véhicule d'avoir les meilleures capacités de franchissement par rapport à ses concurrents directs. Jean-Philippe, la Jeep, alors on a vu un petit moteur diesel, 120 chevaux, quasiment pas de malus. C'est Jeep ça ? J'ai envie de te dire, on s'en fout. Dis-le. C'est destiné à l'Europe. Moi, tu vois, pour le coup, là, on est d'accord. Moi, il m'a piqué mon idée parce que franchement, la Jeep Renegade, c'est. Je vais dire les mêmes choses. Quand tu la vois, tu te dis, Même le nom. Ouais, ça frappe. Et quand tu le vois, tu trouves ça super bien. Quand tu la vois de dos, tu trouves ça encore mieux. Moi, j'ai effectivement les feux arrière, je trouve qu'ils sont super sympas. Et puis l'intérieur, l'intérieur il est cool, il est pas à l'américaine. Pour moi, c'est l'un de mes coups de cœur du salon. Et voilà, c'est un modèle qui est destiné à l'Europe. Il s'en cache pas, donc forcément, non, ça fait pas américain un diesel de 120 chevaux. Mais j'ai envie de te dire, ça fait européen. Et aujourd'hui, le Renegade, il est destiné à l'Europe et pas aux États-Unis. Vincent, un petit mot de conclusion sur la Jeep, t'as hâte de l'essayer, j'imagine ? Ah bah oui, mais puis bon, je pense que vu le look, s'il garde la tête froide au moment de concevoir la grille de tarifs, je pense que ça peut très bien marcher, et ça peut vraiment développer la marque Jeep en Europe et en France en particulier. Alors on va passer à un concept qui est le Volkswagen T-Roc. Alors là, on n'est pas sur un véhicule qui est prêt à être commercialisé, mais on s'est laissé dire que ça pourrait arriver. Moi je me suis demandé si on était sur un SUV ou sur un coupé Targa. C'est étonnant ce design. Moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. C'est marrant parce que je trouve que de 3 quarts arrière c'est particulièrement frappant. Il y a un côté buggy à ce SUV. Et je sais pas, quand on pense buggy, on pense Volkswagen. Il y a une espèce de résonance avec les buggy sur base coccinelle dans les années 60-70. Je trouve qu'il y a une vraie belle gueule, et pour le coup ils s'en cachent pas eux-mêmes, la voiture est quasiment prête, c'est sur la plateforme de la Golf, le moteur TDI il est connu, les boîtes sont connues. Je serais pas étonné qu'au salon de Genève 2015, on ait la vraie version. Alors elle sera peut-être en 5 portes parce que le côté coupé c'est un peu trop concept car, mais à mon avis il arrive quoi. Alors, Volkswagen n'annonce pas de date de commercialisation. Je me suis laissé dire 2 à 3 ans. Je propose qu'on écoute Arnaud Barral, qui est le directeur de la marque Volkswagen en France. Il va nous dire ce qu'est pour lui le T-Roc. Et est-ce qu'il va nous donner une date de commercialisation ? Alors, c'est un SUV et c'est la déclinaison de la gamme SUV qu'on a commencé avec Touareg, qu'on a continué avec Tiguan, qui maintenant, alors c'est un concept car, mais qui a été étudié ici avec le T-Roc sur une base Golf et qui a été étudié l'année dernière sur la base Up avec le Taygun.
Est-ce qu'on a une idée de date de commercialisation pour ce concept ? Alors, c'est tout le défaut des concept cars, c'est que à ce moment-là, nous n'avons aucune date de commercialisation puisqu'il n'est encore qu'une étude. J'espère, et j'espère vraiment, qu'on pourra le sortir en série. Voilà, donc pas de date encore annoncée. Moi, ce T-Roc m'a donné envie de rebondir sur un autre concept qui est un petit peu différent, mais qui a des petites similitudes stylistiques, comme des gros feux en bas à l'avant. C'est le Subaru Visive 2. Écoutez, c'est simple, j'ai demandé à Hervé Collignon, qui est le directeur de la marque Subaru en France, tout d'abord ce qu'apportait ce Visive 2, et puis qui nous parle un petit peu aussi de cette belle marque suisse qui est Subaru. Subaru, une marque suisse, on pourrait le croire effectivement, tant la marque est bien représentée dans ce pays, puisque c'est plus de 8600 immatriculations. Donc la confusion peut exister et pas mal de gens peuvent imaginer que Subaru est effectivement une marque helvétique. Il n'en est rien, c'est effectivement une marque japonaise issue de Fuji Heavy Industries. Alors Visive 2 est l'évolution du concept Visive qui a été présenté pour la première fois l'an dernier ici même au Salon de Genève. Donc c'est une évolution stylistique d'une part et aussi une évolution mécanique, puisqu'il y a un an, Visive a été présenté ici avec une solution hybride accolée à notre moteur Boxer diesel. Et donc cette année, l'évolution mécanique réside dans le fait que c'est un nouveau moteur 1600 turbo essence et également une technologie plug-in hybride. Autrement, on retrouve au niveau esthétique des évolutions qui préfigurent l'angle stylistique des futurs Subaru. Alors Vincent, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une évolution de style assez radicale pour Subaru quand même, ce Visive 2. Ouais, personnellement je la vois pas encore assez l'évolution. Subaru on connaît, c'est des bons produits avec des bons châssis, des bons moteurs, mais le design ça n'a jamais été leur fort. Et je crois que c'est toujours pas le cas. Alors il y a une marque qui fait beaucoup d'efforts sur le design, en tout cas sur le concept qu'ils ont présenté, c'est Skoda. Je sais pas si tu as vu JP ce Skoda Vision C qui ressemble un petit peu à une Audi A7. C'est un peu ça, c'est un peu la version on va dire du coupé 4 portes de Skoda. Donc c'est moins ambitieux qu'Audi, mais il y a des traits assez fins, assez bien coupés, assez bien dessinés. Voilà, après, je ne suis pas persuadé que le modèle de série, ça donnera ça. J'en suis même quasiment sûr. Mais c'est sympa. C'est sympa. Ça permet de voir l'avenir de Skoda, quelques idées stylistiques, mais de là à avoir des traits aussi tranchés, moi je suis pas convaincu. Alors est-ce que c'est pas également une évolution en termes de perception de la marque, parce que là, il y a des... Bon, c'est un concept bien sûr, mais des petits éléments qui empruntent des codes au domaine du luxe. Il y a un petit peu de choses un peu clinquantes, limite cristal Swarovski sur le logo, même qui remplace des chromes par endroits dans les coins de phare. C'est étonnant quand même, non Est-ce que c'est l'image de Skoda ? Moi j'en suis pas sûr. Il devrait mieux laisser ça à d'autres marques et puis se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire des voitures assez bon marché, qui sont de très bonne conception, qui sont simples mais néanmoins élégantes, pas tape à l'œil ou quoi que ce soit. Après voilà, c'est un concept et je pense que voilà, Swarovski c'est bien pour les salons. Alors, rationnel ou luxe, c'est un peu la question que j'ai voulu poser à Luc Chausson qui dirige la marque Skoda en France, pour qu'il nous donne son avis sur cette question du Vision C et ce qui préfigurait chez Skoda. Alors il y a plusieurs types de messages. D'abord il faut se rappeler que Skoda dans son passé, puisque la marque est née en 1895, a produit des voitures, je dirais presque de prestige, en tout cas des grandes limousines. Et donc on essaye de retrouver par ce type de véhicule le passé de la marque. Deuxième message, aujourd'hui on a une situation où la marque produit des voitures très rationnelles. Et en fait on veut par ce type de véhicule recréer de l'émotion. C'est pour ça que la voiture a une personnalité, une originalité très impressionnante, je dirais. Et on est dans une situation économique où les clients s'arrêtent un peu facilement sur le prix, la consommation, les CO2, c'est important. Mais en même temps, une automobile, c'est toujours fait pour rêver, c'est toujours fait pour créer de l'émotion. Et c'est typiquement avec ce genre de véhicule qu'on y répond. Voilà pour la Skoda, on va entrer dans un tout autre domaine, puisque Vincent, quand je t'ai demandé tes coups de cœur, tu m'en as parlé d'un autre qui a effectivement rien à voir avec une Jeep, qui correspond plus, moi je trouve, c'est la McLaren 650S.
Ouais, je sais, j'ai dit Alors on goût de n'est pas luxe. dans le concept, hein, on est dans le produit. Ah, on est bien dans la réalité. C'est une réalité qui est Parle-nous un peu... de cette belle voiture. C'est quoi? C'est entre la MP4 12C et la P1? C'est ça, c'est le positionnement qu'ils annoncent. Bon, elle est quand même un peu plus proche d'une 12C que d'une P1. Parce que la P1, c'est l'hypercar avec plus de 900 chevaux. Bon, là, de toute manière, elles sont toutes vendues, donc la question ne se pose plus. Non, on est un peu au-dessus. A priori, l'écart de prix avec une 12C sera autour de 25 000 €. 25 000 € sur des voitures de ce tarif-là, c'est le prix de l'option peinture métallisée quasiment, donc c'est pas forcément un gap. Du coup, la vraie question qui se pose, c'est quel est l'avenir de la 12C, parce que je pense qu'il y a pas mal de clients qui vont se dire, quitte à avoir une McLaren, autant avoir le dernier modèle, surtout qu'elle reprend l'avant de la P1, il y a un style plus travaillé que sur la 12C, elle est plus performante, encore plus polyvalente, il paraît plus fun aussi, bon c'est ce qu'ils disent, hein, on n'a pas encore essayé. Donc voilà, je ne sais pas quelle place ça va laisser à la 12C. Alors plus performante, on parle un peu des spécifications. V8, biturbo, 3,8 litres. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le même moteur que sur la 12C et que sur la P1. Bon, il est préparé différemment sur chaque modèle. Un petit peu plus de chevaux. Oui, alors j'ai plus les 25 chevaux de plus, je crois. Oui, c'est ça. Mais je crois que surtout l'évolution qu'ils ont voulu travailler, on a reproché un peu à la 12C d'être très efficace, mais manquant un petit peu d'âme. Je crois qu'en fait, le principe de la 650S, c'est justement de donner un peu plus de caractère au McLaren. Alors on va rester en Europe avec un concept, cette fois, un concept italien qui est un cadeau d'anniversaire un petit peu que s'est fait Maserati, hein, avec l'Alfieri. Alors là, on est plus sur une voiture aussi radicale que la McLaren, on est sur on va dire une GT 2+2. Ouais, c'est ça, un coupé GT. Bah oui, c'est vrai que Maserati fête cette année son centenaire. C'est une année vraiment importante pour Maserati. Surtout que c'est une marque qui est en plein renouveau parce que pendant longtemps, elle est restée un peu dans l'ombre de Ferrari. Aujourd'hui, ils élargissent la gamme. On a la nouvelle Quattroporte, on a la nouvelle Ghibli. Ils veulent multiplier par 8 leurs ventes d'ici à 2015. C'est colossal, hein. Et bah, ce concept car, bah, ça annonce un petit peu le futur de la marque en termes de style. Certains y ont vu le futur de la gamme Gran Turismo, donc le coupé 2+2 actuel. Le prochain pourrait ressembler à ça, et si c'est le cas, bah, c'est plutôt une réussite. JP, tu adhères à ce concept? Moi j'aimerais effectivement que ça préfigure le futur Gran Turismo, j'ai trouvé ça superbe. C'est élancé, une allure de break de chasse, quelque chose de ouais, c'est vraiment superbe, une calandre on va dire beaucoup plus agressive pour une Maserati, vraiment et puis je trouve que c'est un concept qui finalement n'a pas grand chose à envier à un modèle de série, hein. J'ai pas trouvé l'intérieur, mais en tout cas les lignes elles sont pas ultra modernes, elles sont pas comment dire, réaliste. Ouais, voilà, c'est tout à fait réaliste. Donc on te dirait ce modèle sort dans 6 mois, ça serait envisageable. Alors ce que disait le designer, hein, c'est que en gros il n'était pas certain que Maserati sorte quelque chose comme ça, mais en revanche quelque chose de similaire, ça serait pas étonnant. Qui vivra verra, on va dire, mais voilà, il parlait d'un horizon 2 ans peut-être pour quelque chose comme ça. Ouais, c'est à peu près la norme, un an et demi, 2 ans. C'est la fin d'un modèle, le début d'un autre. Ouais, c'est cohérent, c'est cohérent. Alors juste un petit focus sur les caractéristiques techniques présentées sur ce véhicule, parce que on est un petit peu à contre-courant. On est sur un V8 Atmo, 4,7 litres, 470 chevaux. L'Atmo, c'est fou, hein. Honda qui abandonne l'atmosphérique et Maserati qui reste ou qui revient, parce que c'est vrai que sur les gammes actuelles on est plutôt sur du moteur suralimenté. Non, moi je trouve ça rigolo. Après, est-ce que ça va rester en série? Bon, on est sur des modèles où les émissions de CO2 c'est plus vraiment un critère, donc ils peuvent peut-être se payer ce luxe. Enfin, quand on voit que même une Ferrari Californiate, elle passe au downsizing avec un 3,8 litres turbo, bah oui, on se dit que c'est peut-être pour faire joli dans le concept car, mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus rêver. On peut penser à quelque chose de plus rationnel à l'arrivée. Je pense que c'est de la même façon que ça préfigure l'avenir, l'Atmo c'est un clin d'œil au passé, quoi, plutôt. Un petit mot sur une muscle car, la Mustang, qui est présentée ici en version convertible. Bon, c'est toujours sympa de parler d'une Mustang parce que c'est une voiture mythique, la faire revenir en convertible. Qui fête ses 50 ans cette année, encore un anniversaire.
Non, c'est vrai que la Mustang, c'est toujours c'est un monument, quoi. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont une telle lignée. Il y a la 911, il y a la Corvette et puis il y a la Mustang, quoi. Puis là, ça fait plaisir, je trouve, parce que elle retrouve un côté athlétique qu'avaient perdu les Mustangs au fil des générations. Je trouve qu'elle n'a jamais été aussi proche de ce qu'elle était en 64 quand ils l'ont lancée. Ouais. On la voit à l'image, hein, c'est vrai que c'est une jolie voiture. Et elle sera vendue en Europe, Et elle sera officiellement vendue en dans le réseau. Absolument. On a une idée de la date de commercialisation ? Je pense que ça va être 2015. 2015. La vraie inconnue, ce sera le prix, parce qu'elle sera évidemment pas chère du tout aux États-Unis, mais je pense qu'elle sera un peu plus chère en Europe. La Camaro a fixé un tarif autour de 40 000 euros, donc je vois mal la Ford Mustang être beaucoup plus chère. La Camaro, hein, qui, on le rappelle, est le concurrent Chevrolet de la Ford Mustang. Concurrent historique. Historique, voilà ce que j'allais dire, voiture tout aussi mythique. J'avais envie de parler juste 2 secondes, parce que dans le garage, on a déjà parlé des 2 premiers volets, du 3e volet de la trilogie Volvo et de son concept estate. Je ne sais pas si tu l'as vu et ce que tu en penses, JP. Mais Écoute, je l'ai un peu vu, ouais, je l'ai pris en photo. il y avait beaucoup de monde autour. Beaucoup de monde autour. Moi, je l'ai trouvé globalement réussi, mais moins réussi que le fut le coupé lors du précédent salon. Je pense ce concept de break fait suite un peu au coupé qui avait été dévoilé c'était à Francfort, je crois. Voilà, qui préfigure un peu le nouveau style de Volvo. Donc effectivement, c'est très élégant, c'est très intérieur affiné, du bois, avec les caractéristiques des Volvo actuels, l'intérieur très chiadé. Voilà, effectivement, il y a le côté, on sent l'histoire de Volvo dans ce modèle. En même temps, je pense qu'en termes d'originalité, là pour le coup, voilà, ils auraient pu faire mieux selon moi, mais bon, ça reste néanmoins un très beau concept. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que je trouve donc c'est une trilogie de concepts. Il y a eu un coupé classique tricorps, il y a eu un SUV, et là il y a ce coupé break de chasse qui en plus évidemment rappelle la P1800S. Il y a de l'histoire derrière cette voiture. Moi je la trouve, pour moi c'est la plus réussie des 3. L'intérieur est en plus à tomber. Enfin c'est du style. C'est la Suède, quoi. On s'imagine dans un petit chalet en bois en Suède, à l'intérieur de cette voiture. Je trouve vraiment, j'ai trouvé génial. Gunther, le design scandinave, ça vous parle un peu ? Ouais, tout à fait. Alors moi j'aime bien Volvo aussi pour son côté un petit peu alternatif. C'est des clients qui sont en général des connaisseurs, quoi, qui achèteront ça, ils vont acheter la Volvo, quoi. Et ouais, je voulais rebondir aussi sur tous les designs. Je veux dire, on a vu des choses extraordinaires. Puis moi, je trouve que les constructeurs se donnent, tous ces constructeurs, que ce soit le nôtre ou d'autres, les designers vraiment cherchent à faire quand même des beaux produits, des concepts qui doivent après, bien sûr, retomber sur la réalité. Ça, c'est pas toujours facile. Mais ici, on voit un peu tout ça. Ça fait partie des caractéristiques un peu du salon, j'ai trouvé cette année. Il y a souvent beaucoup de choses qui sont présentées en termes de design, mais c'est souvent des concepts. Et là, certes, on parle d'un concept avec le Volvo, mais il y a un peu un retour au design. On ne voit pas les mêmes voitures d'une catégorie. Si on prend les compacts, finalement, elles ne se ressemblent pas toutes. Si on prend les petites, elles ne se ressemblent pas toutes. Il y a des choses intéressantes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai que c'est la critique qu'on dit souvent, que toutes les voitures se ressemblent. Bon, ouais, alors d'un autre côté, aujourd'hui, il y a tellement de marques. Il y a tellement de constructeurs différents qui s'affrontent sur des segments de plus en plus encombrés, donc ça devient délicat de chacun essaie de développer son identité esthétique. Ça passe par de la calandre, des phares, avec une identité visuelle qui marque, mais c'est sûr c'est un défi pour les designers, mais fabuleux, quoi. En plus des contraintes technologiques et légales qui doivent s'affronter. Non, c'est pas un boulot facile. Je pense que c'est passionnant, mais c'est pas facile. Alors il y a beaucoup de choses dont je voulais parler dans les nouveautés, les concepts. On va pas avoir le temps de tous les traiter. Très rapidement, parce que je voulais vous faire rebondir là-dessus. Il y a Volkswagen présente, alors c'est pas un concept, c'est une nouveauté, ça, Golf GTE. E comme électrique, c'est un véhicule plug-in hybride sur une solution donc moteur thermique essence et batterie. On est sur quelque chose vers lequel Honda se dirige aussi ou pas du tout ? Oui, non, aussi. Alors je pense que tous les constructeurs vont devoir passer par l'étape de l'hybridation sur le moteur, comme je l'ai dit au départ, parce que ce sera peut-être l'étape avant d'arriver vers des concepts
soit purement électrique, qui serait idéal bien sûr, mais l'autonomie, quand il sera résolu, ce sera la voiture électrique et puis la voiture à hydrogène, comme on l'a vu chez nous ou d'autres, qui viendra, ouais, certainement. Alors GTI, GTE, c'est ce que j'ai voulu savoir et c'est ce que j'ai demandé à Arnaud Barral, qu'on retrouve, directeur de la marque Volkswagen, et qui va nous parler de cette Golf. Alors GTE, on va mettre GT de côté, on va commencer par le E. Donc E, c'est 50 km d'autonomie sur batterie rechargeable. Ensuite, on met un moteur thermique, qui est essence, qui permet de monter à 1000 km. Donc c'est l'avantage de l'électrique et l'avantage du thermique pour l'autonomie. Et GT, parce que finalement, cette voiture a 204 chevaux, donc on peut aussi se faire plaisir avec. C'est une voiture qu'on recharge comment ? Alors c'est une voiture qu'on peut recharger soit sur les bornes, soit en prise classique. Donc voilà pour la Golf. Alors comme j'ai dit, on n'a pas le temps de tout parler, de tout traiter dans les nouveautés. Mais on va faire la transition avec le sujet suivant qui est les citadines. Et on va le faire avec la Mazda Azumi, qui est un concept qui préfigure ce que pourrait être la Mazda 2. Le concept Azumi, JP ? Oui, c'est un concept qui est cohérent, qui préfigure tout à fait ce que pourra être la future Mazda 2, c'est-à-dire un modèle compact, assez dynamique, assez agressif dans la lignée des Mazda 3 et Mazda 6. Et ça confirme tout ce que je disais tout à l'heure, tout le bien de ce que je pense de Mazda. J'ai demandé à David Barrière de nous présenter un petit peu ce concept. David Barrière qui est le directeur de la communication de Mazda France. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce concept Azumi ? Je vous propose d'écouter. Oui, donc le concept car Azumi est la voiture qui préfigure la future citadine de Mazda et elle intègre donc le design Kodo qui est l'âme du mouvement qu'on a découvert depuis le CX-5, Mazda 6 puis Mazda 3, ainsi que les technologies Skyactiv qui font la force des produits Mazda depuis 3 ans, avec notamment un nouveau moteur diesel 1500 qui rejettera moins de 90 grammes de CO2. Donc, le calendrier n'est pas confirmé pour l'instant, mais très logiquement, cette voiture arrivera dans la gamme Mazda à un moment ou à un autre. Voilà pour l'Azumi. Alors justement, sans transition, puisqu'on est sur des petites citadines, je crois qu'on a tous ici envie de parler pour finir des petites françaises. Et d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les Françaises qui reviennent sur la petite, mais alors, il y en a une qui fait beaucoup parler, c'est la Twingo, JP. Ouais, j'ai presque envie de dire c'est la star de ce mondial, sur le stand Renault il y avait elle, ou presque. Esthétiquement c'est quand même une vraie révolution. Je pense que le style de Laurens van den Acker, ça y est, il a pris ses marques et maintenant il essaie vraiment d'affirmer son style. Bon, je peux me tromper, mais je pense que ça va marcher. Esthétiquement, c'est quand même quelque chose de très très sympa. Alors, on va dire pour résumer et pour faire court, ceux qui aiment le côté esthétique de la Fiat 500, ils vont la trouver super. Et ceux qui se rappellent de leur modèle d'enfance, de la Renault 5, les Super 5, le derrière, ça fait vraiment penser à la Super 5. Donc l'association des deux, c'est vraiment très très sympa. Après, voilà, moi c'est mon gros coup de cœur et en même temps, je trouve qu'elle a un gros défaut, c'est son habitabilité. C'est quelque chose qui revient, on va en reparler aussi. Mais, Vincent, le côté Fiat 500, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. Ah ouais, en même temps, le côté personnalisation, le format compact, le côté un peu nostalgique, effectivement, les références à la Renault 5, c'est sûr, on peut pas s'empêcher de penser à la 500, même quand on monte dedans, il y a des petits plaquages un peu brillants, il y a de la couleur, c'est assez frais, enfin voilà, on sent qu'on est quand même, on voit où ils ont cherché l'inspiration. Maintenant, c'est vrai que moi aussi je suis fan, j'adore et je pense que ça va cartonner, c'est sûr, c'est une jolie Twingo, ça va marcher. Après, la première Twingo avait le look et les aspects pratiques, la deuxième Twingo, elle avait perdu le look, elle avait gardé les aspects pratiques. Celle-là, c'est un peu l'inverse, elle est très jolie, elle est adorable, vraiment elle est top. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur on se sent un petit peu confiné, a priori c'est qu'une sensation parce que elle est, paraît-il, plus spacieuse que la précédente. Franchement, quand on est dedans, on n'a pas cette impression-là, donc c'est vrai que c'est un peu curieux, mais bon, ça va cartonner, il n'y a pas de doute.
Alors je vous propose d'écouter l'avis d'autres confrères, à commencer par Vincent Beaucousin-Jamelin, Yahoo.fr, qu'on voit de temps en temps dans l'émission. Il va nous parler de la Twingo pour commencer, et puis ensuite on passera à d'autres petites françaises, mais écoutons Vincent. Alors au retour de la petite française, oui, il y a la Twingo. Moi j'y vois un petit peu de 4 chevaux quand même dans cette voiture. J'aime bien un peu le retour des 5 portes, la réinterprétation, le renouvellement. C'est une voiture aussi à l'extérieur qui est quand même plutôt agréable à regarder. Il y a une grosse capacité de personnalisation. Ça, c'est vraiment le bon point. Après, l'autre bon point, je considère que c'est à l'intérieur. Ça présente bien. C'est un petit peu plus grand aussi que dans les autres françaises C1 et 108. On a un peu plus de place en largeur au coude. Le petit mauvais point, je trouve qu'on perd vraiment l'habitabilité légendaire de la Twingo, surtout la première génération. À l'arrière, c'est étriqué, hein. Il y a plus, un grand adulte ne peut plus monter dedans. Ça, c'est un petit peu dommage, il n'y a plus la banquette coulissante. En revanche, c'est le plus grand coffre de la catégorie, avec un seuil de chargement qui est certes haut, mais un plancher qui est plat, et ça, c'est vraiment pas mal. Alors cette Twingo, elle a une autre caractéristique qui est plutôt intéressante, parce que pour le coup, c'est vraiment nouveau. En tout cas, c'est inattendu, j'ai envie de dire. C'est un moteur à l'arrière et une transmission arrière également. Oui, c'est un choix. Ils ont, selon eux, c'est aussi un petit côté revival, parce qu'on se souvient qu'il y a très très longtemps, il y avait pas mal de petites voitures qui étaient comme ça. Voilà, on sait que la plateforme de la Twingo va servir, ça sera la plateforme de la prochaine Smart, donc peut-être y voir un rapport de cause à effet. En revanche, voilà, moi je suis malgré tout, je suis toujours pas convaincu. C'est censé soi-disant améliorer l'habitabilité, ils ont amélioré l'empattement. Moi je trouve que j'arrive pas à rentrer ma grande carcasse, alors que dans la Twingo 1, la Twingo 2, j'y arrivais dans la Twingo 1 très très bien, et c'est problématique. On va passer tout de suite à la Citroën C1 rapidement, parce que vraiment le temps nous manque et c'est dommage. Là, je vous propose de passer à Vincent Beaucousin-Jamelin qui va nous en parler aussi, et essayer de demander si finalement ces voitures-là, c'était pas que pour les enfants. Alors la suite des petites françaises, Alexandre, on est sur la C1, ce qui est quand même caractéristique de la C1, c'est ce regard, c'est Citroën. Il faut remonter un petit peu en arrière, là on va faire de l'histoire. On va se rappeler du concept Tubic, le fameux petit fourgon qui instaurait ces optiques si particuliers chez Citroën. Et ils ont osé, surtout, alors ça c'est ce qu'on apprécie chez Citroën, c'est qu'ils ont osé le mettre sur une petite voiture. Et ça permet vraiment de la distinguer des autres. Après, ce qui est toujours sympa, eh bien, c'est l'idée générale de la voiture, des porte-à-faux qui sont excessivement réduits à l'avant comme à l'arrière. On a vraiment les roues aux quatre coins et en style c'est pas mal. L'autre idée sur ces petites voitures, c'est que dorénavant on les a quasiment toutes en 5 portes, même si Citroën propose version 3 portes et 5 portes, ce que fait pas Renault. C'est peut-être dommage pour le style, en tout cas chez Renault. Et puis l'autre particularité de toutes ces petites voitures, ça c'est mon j'aime pas, mais c'est pour tout le monde, hein. Peugeot, Renault, Citroën, on peut mettre tout le monde dans le même wagon. C'est cette custode, on n'a aucune fenêtre à l'arrière véritablement ouvrante, on a simplement ce petit entrebâillement. Et ça je sais pas, ça me gêne, je trouve ça peut-être un peu dommage pour les passagers. Et point commun, on peut voir que c'est pareil derrière, c'est pour les enfants. Surtout là avec la version décapotable qui est assez chic, la garde au toit elle est vraiment réduite et on perd de la place. Et enfin la dernière des 3 françaises, Jean-Philippe, qui est la Peugeot 108. Alors c'est la sœur, la jumelle de la sœur jumelle, mais un petit peu différente dans l'approche client, j'ai envie de dire. Ouais, un peu plus féminine, un peu plus beaucoup de teintes bicolores, beaucoup voilà, une différence de look qui au final c'est plutôt intelligent, je trouve, parce que ça va peut-être permettre contrairement aux générations précédentes, d'avoir, pour les gens, de ne pas assimiler un modèle à un autre. C'est 2 modèles qui sont sur la même plateforme, mais qui ont leur propre identité. Et au final, c'est plutôt intéressant, de la même façon que l'Aigo, qui est la triplette, on va dire la 3e triplette, elle a elle-même un design un peu plus radical, avec une calandre en forme de croix. Voilà, c'est cohérent. Alors dans les petites, on a vu les françaises. On va finir sur une petite un petit peu à part, très rapidement, parce qu'elle apporte quelque chose d'un petit peu différent dans le segment, c'est la Dame Rox. Et comme on va faire très vite, je propose tout de suite d'écouter Grégoire Vitry qui nous présente les derniers enfants de la famille Adam.
Alors la famille Adam s'agrandit. Elle s'agrandit avec l'Adam Rocks, qui est le premier mini crossover urbain de moins de 4 mètres. L'Adam Rocks mesure 3,74 m. Par rapport à sa petite sœur Adam, elle est surélevée de 15 mm. Donc en tournant autour de cette voiture, on comprend vite que c'est un petit baroudeur urbain avec des attributs de style qui la rendent peut-être un petit peu plus masculine et athlétique. Qu'est-ce qui caractérise encore cette Adam Rocks ? Eh bien, c'est son toit toile découvrable en 5 secondes. Et puis l'Adam Rocks inaugure un nouveau moteur dans la gamme Adam, un nouveau moteur Opel, c'est le 3 cylindres 1 litre turbo, injection directe essence, donc un moteur de 115 chevaux qui est évidemment Euro 6 et qui viendra équiper la famille Adam à partir de la fin de l'été 2014. Gunther, ce dynamisme du marché des petites citadines en Europe, ça vous donne pas envie d'y venir chez Honda parce que vous en avez des petites citadines mais vous n'en vendez pas chez nous? Voilà, alors tout à fait, elles sont en Asie. Malheureusement, le volant est du mauvais côté. Et ça coûte certainement, ça peut être un problème. Ça coûte un peu d'argent et puis bon, je pense que le constructeur devrait sérieusement songer à venir aussi avec ce petit véhicule parce que c'est là qu'on attrape des nouveaux clients aussi. Tout à fait. Ouais. Un dernier mot, Vincent, sur cette famille de petites voitures qui arrivent? Ça donne un bon coup de frais à un segment qui en avait besoin. Je pense typiquement les 108 et C1, les précédents modèles commençaient vraiment à être âgés en termes de prestations, ils étaient plus du tout dans le goût du jour. Donc là c'est bien, il y a du frais, il y a de la fraîcheur, de la couleur, un peu d'audace aussi. Moi je trouve que c'est bien, ça fait du bien. JP, un mot de conclusion? C'est tout comme il a dit. Voilà, non, moi je suis très content. Ça montre que les marques françaises sont là, sont dynamiques, contrairement à ce qu'on peut dire. Voilà, c'est bien. Ils sont dans leur créneau. Je veux dire, faut pas forcément viser les hauts de gamme, les machins. Voilà, le créneau des Français, c'est les modèles, les petites, les compactes, les citadines polyvalentes. Ils les font très bien. Et ils n'ont pas à rougir de ça. Voilà, on aurait pu également parler de la Toyota Aygo, qui est la troisième sœur de la famille 108 et C1. Il me reste, pour conclure cette émission, à remercier d'abord nos invités, JP, Vincent, de rien. Gunther, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je remercie également Honda pour sa bienveillance et la chaleur de son accueil, plus particulièrement Aurélie Liesler de Honda France, Lionel Zimmer et Megan Kohler de Honda Suisse, qui sont vos collègues, tout le personnel du stand qui a été charmant et attentionné vraiment pendant ces 2 jours pour nous faciliter la vie, nous permettre de travailler. Et puis un dernier remerciement à l'homme qui est derrière les manettes là-bas, Benjamin Vincent, qui est aux commandes et sans qui cette émission n'existerait pas. Voilà, je vous propose de finir cette émission en nous retrouvant sur les podcasts, sur iTunes, sur les réseaux sociaux, le hashtag, le GarageWatch, etc., etc. Vous connaissez la chanson. On se retrouve dans 15 jours à Paris. À très bientôt. Au revoir à tous et encore merci.